Bonjour. Alors, une petite vidéo pour que l'on puisse faire face aux doctrines actuelles. Je vous propose un petit test pour que tout le monde puisse s'auto-évaluer. Vous savez que l'on nous donne beaucoup d'informations dans les médias, mais on doit être très alerte pour ne pas systématiquement gober ce qu'on nous raconte. Donc j'ai réfléchi à un petit test pour que vous puissiez voir si vous vous êtes déjà fait piéger. En psychologie sociale, il a été fait des expériences qui sont intéressantes. Je pense à une expérience en particulier pour savoir à quel point l'individu se conformait à la norme. C'est l'expérience de Solomon Asch en 1951. Il avait placé dans une salle une personne qui était cobaye et autour d'elle des comédiens. Il y avait 3 baguettes qui étaient montrées à des longueurs différentes et on posait la question aux personnes, quelle est la baguette la plus grande? Et les comédiens commençaient à répondre en sélectionnant la baguette A alors qu'en fait c'était clairement la C qui était la plus grande. Et ce qui a été remarqué, c'est que face au nombre de réponses des comédiens, on a plus de 40% des cobayes qui ont eu tendance à donner la même réponse que les comédiens, donc en fait la mauvaise réponse. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu ce test, je me suis demandé mais comment est-ce que j'aurais réagi à cette expérience? Comment est-ce que je m'en serais sorti? Alors cela dépend sûrement en fait de l'âge à laquelle on vous soumet à l'expérience, aussi du moment de votre vie, si vous êtes en confiance ou pas. Bon, il y a toujours des périodes où on doute un peu plus que d'autres. Donc en réfléchissant, on peut trouver des conditions similaires à cette expérience. Et justement, on va pouvoir tous évaluer dessus. Comment est-ce qu'on s'en est sorti? Au début de la pandémie de Covid, vous vous rappelez, on n'avait pas de masque. Et donc le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de répéter à longueur de journée que les masques ça servait à rien. Je m'en rappelle parce que c'est gravé dans ma tête. Il y a même des moments où il disait que c'était même dangereux de mettre un masque. On peut aussi imaginer que les hommes politiques ont eu très peur que la situation soit hors contrôle. Alors comment avez-vous réagi? Rétrospectivement, vous pouvez vous auto-évaluer pour savoir comment vous avez fonctionné. C'est une situation finalement très similaire. Que l'on se rassure, je connais pas mal de monde avec même un bon niveau scientifique qui se sont fait piéger. Alors je vous rappelle qu'au même moment où on nous disait que les masques ça servait à rien, les États se disputaient les masques sur les tarmacs des aéroports. Et quelques semaines après, si jamais on mettait pas le masque, on avait une amende. C'est cet esprit que l'on doit développer sur la chaîne, un esprit qui permet de débusquer les intox. On ne doit pas commencer à raconter des salades, surtout quand on va rentrer dans une situation sérieuse. Si on rentre dans une crise, en racontant des sornettes, on ne sera pas pris au sérieux durant toute la crise. Je continue un peu mon analyse, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi les hommes politiques ont raconté ça. Et je pense qu'ils se sont fait prendre à leur propre jeu, tout simplement. Cet exemple des masques, c'est exactement l'exemple du discours politique. On sait qu'en politique, en économie, le lien de causalité n'existe pratiquement pas. Donc on peut raconter n'importe quoi et le justifier. Mais face à un problème scientifique, on ne peut pas commencer à faire des zigzags. Donc cet exemple met en lumière que face à une réalité, en l'occurrence scientifique, les hommes politiques qui ne peuvent pas effectuer de virement de bord comme d'habitude, se font piéger. C'est ça qui est bon quand même dans la science, c'est que la réalité scientifique, elle est implacable. Alors on ne va pas faire une émission sur le Covid, mais c'est l'occasion d'en discuter un peu entre nous. Alors je vais vous exposer ma façon de faire quand la crise est arrivée. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais c'est juste une façon de vous montrer une manière de penser. Et je vous en parle parce que ça vient compléter un peu l'expérience de pensée que j'ai fait au début. Je ne dis pas non plus que ce que je vais vous exposer, c'est exactement ce que tout le monde aurait dû faire. Si vous avez vu les autres vidéos, vous avez normalement compris qu'au-delà de mon opinion, je considère que la société, elle ne peut s'élever qu'avec des façons de faire différentes. C'est d'ailleurs grâce à ça que la nature a pu évoluer. Et au lieu de faire que ces différences nous mettent en opposition, je considère que ces différences sont complémentaires et nous permettent de faire émerger des solutions. Donc, je vous expose mon raisonnement durant le Covid. Déjà, de façon très simple, j'ai fait des petites simulations sur Excel en prenant le nombre de personnes infectées et le taux de reproduction du virus. Je ne me rappelle pas exactement, mais le virus n'était pas encore en France, c'était encore en Chine que je commençais à faire ces petites simulations. Et vraiment rien de compliqué, il faut juste multiplier le nombre de personnes contaminées par le taux de reproduction du virus. Puis en faisant de petites extrapolations, on arrivait à avoir le nombre prévisionnel des contaminés qui allait apparaître. Régulièrement, je confrontais mes résultats aux résultats qui étaient dans les informations pour ajuster un peu
la tendance. Ça a permis déjà de se faire une idée de là où on allait dans les semaines à venir. Après, comme vous le savez, on habite à Albi, qui est une ville proche de Toulouse. J'ai donc regardé sur internet les cartes des épidémies de gastro et de grippe. Alors ces cartes sont très facilement accessibles et on voit en France où se développent en premier les épidémies de gastro et de grippe. Parce que je me suis dit que le Covid allait se développer suivant à peu près le même principe. Pour en fait évaluer quand c'est que l'on risquait d'être touché. En temps normal, la zone du Tarn, c'est une zone qui est touchée assez tardivement dans toutes ces épidémies. C'est dû à une densité de population qui est relativement faible et aussi qu'on n'est pas dans des axes de circulation très privilégiés. Alors je savais clairement qu'on ne pourrait pas éviter d'attraper le Covid. Mais le but était vraiment d'essayer d'être malade le plus tard possible pour pouvoir bénéficier de l'évolution des protocoles de soins. J'ai relativement eu de la chance parce que mes petites modélisations m'ont permis de prévenir plusieurs semaines à l'avance des amis et la famille. Non, je vous rassure, il y en a qui n'ont pas cru en fait. Et il y en a même pas mal qui n'ont pas cru. Alors, il faut vraiment se remettre dans le contexte où c'était vraiment la psychose, on ne savait vraiment pas ce que c'était comme maladie. Et en plus, je pense que la première forme était assez quand même virulente. Après, elle s'est atténuée en circulant dans la population, donc elle était moins virulente. Donc, grâce à mes modélisations et un peu sous le stress, c'est vrai qu'une semaine avant le confinement, j'ai réussi à ne pas envoyer les petits à l'école. Bon, je rappelle quand même que c'était une période assez incertaine, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec le recul, ça serait peut-être différent. Alors, pour le vaccin, donc j'ai eu la méthode suivante. Personnellement, je fais confiance à la science. J'estime que si on a une espérance de vie qui est beaucoup plus longue aujourd'hui qu'il y a une centaine d'années, c'est grâce à l'évolution de toutes les technologies et des méthodes scientifiques. On est d'accord que dans les labos pharmaceutiques, c'est pas tout rose, mais je reste confiant dans les progrès scientifiques. Après, ça reste toujours un pari sur l'avenir. Pour moi, je compare ça un peu à placer de l'argent en bourse. On essaye de prendre le moins risqué sur le moment. Donc on n'a pas cherché à se faire vacciner en premier parce que dans la zone dans laquelle on était relativement protégé et plus on attend, plus on a de retours sur les vaccins pour savoir comment ça se passe. Mais on ne s'est pas fait vacciner non plus en dernier. Et on n'a pas fait non plus 12 doses comme c'était proposé. Donc pour information, ma grand-mère qui a 102 ans bientôt, et donc à l'époque qui avait 99 ans, elle m'a demandé si elle devait se faire vacciner. Alors je lui ai dit qu'à sa place, moi je ferais le vaccin. En plus, elle est sur Marseille, dans une zone qui est rapidement touchée, et je voulais aussi éviter de la pousser dans une direction. Je n'avais pas envie de me sentir responsable s'il arrivait un problème. D'autant que je doute que les laboratoires aient fait beaucoup de tests sur des personnes de 100 ans. Bon, de toute façon, la grand-mère, c'est une tête de mule, elle ne s'est pas fait vacciner. Elle a chopé le Covid quand elle avait 100 ans, elle a été fatiguée 3 jours, et après plus rien. Elle va faire ses courses, elle cuisine, tout se passe comme avant. Merci, et au revoir.